Mesdames et messieurs, nous allons travailler aujourd'hui sur le chapitre 51 du volume 5 du livre Kataro Pro. Il s'agit de l'analyse du bilan et du résultat du bilan. Alors, les objectifs évaluateurs, comme toujours, ils sont tout simplement en ligne avec les objectifs évaluateurs du dossier. Matériel, travaux, toujours la même chose, faire les exercices, lire la théorie, poser des questions, consulter les liens, écouter, regarder et comprendre cette vidéo tutoriel. Le test sera à la prochaine leçon, à une des prochaines leçons. Le lien, comme toujours, sera encore introduit ici. Et voilà, nous rentrons dans le sujet. Alors, l'analyse du bilan. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout d'abord, c'est un diagnostic sur divers plans du bilan. Et cette analyse du bilan se fait à l'aide de ratios. Et ces ratios, ou bien indicateurs, sont présentés sous forme décimale ou en pourcent. Ou bien aussi, ça peut être en fraction. Et cette analyse, elle peut concerner plusieurs destinataires. Tout d'abord, la direction, comme outil de gestion, les actionnaires comme compte de résultat, les créanciers, les pouvoirs publics, les partenaires commerciaux, et si jamais il s'agissait d'une société anonyme cotisée à la bourse, ben ça sera les analystes des banques et des bourses qui vont utiliser ces analyses pour leurs commentaires sur l'entreprise. La base de l'analyse du bilan, c'est les 5 masses du bilan. Actifs circulants, actifs immobilisés, capitaux étrangers à court terme, capitaux étrangers à long terme, et puis les capitaux propres. Ça, c'est le chapitre 1, volume 1 du Kataro Pro. Voilà, là de nouveau, de manière schématique et en couleur, pour aider à démontrer un peu plus clairement ces 5 masses du bilan. Je laisse ça une seconde sur l'écran. Et puis, il y a différentes sortes ou possibilités de démontrer la structure analytique d'un bilan en pourcentage. Et là, toute entreprise peut démontrer leur bilan de manière différente. Il faut tout simplement qu'une fois qu'on a choisi une manière de démontrer la structure du bilan, qu'elle soit continue. Là, une autre possibilité. Et là, il y a les calculs tout génériques. Le pourcentage de la somme du bilan des actifs circulants, des actifs immobilisés, etc. Alors, le chiffre le plus important qui existe à court terme et à moyen terme pour la survie d'une entreprise, c'est la liquidité et surtout le degré de liquidité numéro 2. Et cela veut dire, est-ce que l'entreprise est en mesure et est-ce qu'elle a les moyens financiers d'honorer ses dettes à court terme dans les délais? Et cela avec l'objectif primordial d'éviter une crise due à une pénurie de liquidité. 80% des entreprises qui font banqueroute au cours de la première année de leur existence, c'est que
excusez-moi l'expression, il se casse la gueule sur la liquidité. Voilà, tout simplement. Il se chute dans une crevasse immesurable de manque de liquidité. Et là, surtout la liquidité de quick ratio, on met par rapport les liquidités et les créances face aux capitaux étrangers à court terme. Et la valeur indicative doit être 100%. Ils doivent se couvrir. Liquidités et créances doivent être au minimum aussi grands ou aussi petits que les capitaux étrangers à court terme. Aussi important et pas à négliger, c'est le degré de financement par capitaux étrangers qui impactera la manière d'autonomie d'une entreprise. Alors, le degré d'endettement. L'entreprise prend des risques évidemment. Et surtout, il faut que l'entreprise se finance. Est-ce que l'entreprise se relie plutôt sur le financement prioritaire sur des fonds propres, ou bien est-ce que une entreprise se fait financer de manière grande par des capitaux étrangers? Alors, le degré d'endettement, c'est le ratio ou la relation qui nous renseigne sur l'endettement relatif de l'entreprise. Et ça veut dire un degré d'endettement fort implique des charges financières élevées et un risque plus important et, last but not least, d'être dépendant des donneurs de capitaux étrangers. Le deuxième ratio, qui est juste un point d'observation différent, c'est le degré de financement propre. Et là, on met en relation les capitaux propres au total du passif. Le degré de financement propre nous donne la part relative des fonds propres par rapport au financement total, donc à tous les passifs. Un ratio élevé veut dire qu'il y a une forte indépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds et un risque mineur pour l'entreprise d'être contrôlée par des financiers externes. Et en plus, last but not least, je me répète, les charges financières seront beaucoup plus faibles. Et après, ça c'est surtout très important pour les entreprises de production ou qui ont un grand parc de machines immobilisées à long terme, le degré de couverture des immobilisations d'eux. Et cela, on l'appelle aussi la règle d'or du bilan. Et ça veut dire les investissements à long terme devraient uniquement être financés par des capitaux à long terme. Je rentre un petit peu dans le détail. Donc, les investissements qui doivent rester à longtemps dans l'entreprise, tout le parc des machines, les voitures, les outils, etc., doivent être couverts au minimum par 100% par les capitaux permanents. Qu'est-ce que ça veut dire, les capitaux permanents? Les capitaux permanents, c'est les capitaux étrangers à long terme, plus le capital propre. Voilà. Et là, on met en relation les capitaux permanents en relation des actifs immobilisés. Et la valeur indicative doit être 100%. Ici encore, 3 images pour vous sensibiliser sur la structure d'entreprise par branche. Une entreprise de service aura relativement un petit parc de machines ou de production ou d'outils de production. Par contre, ils auront un pourcentage élevé d'actifs circulants. Ça va représenter surtout les créances clients, les services qu'ils prestent. Une entreprise commerciale aura toujours encore des actifs circulants assez élevés
Parce que, normalement, ils ont des stocks de marchandises relativement hauts. Et une entreprise industrielle, les actifs immobilisés vont être certainement plus grands ou significativement plus grands parce qu'ils ont un parc de production, hein, des chaînes de production, des machines, des outils, etc. J'attire votre attention que sur cette structure du bilan, il y a une tâche pratique que l'on va faire ensemble et que vous avez déjà commencé à travailler, j'espère. Et ce n'est pas gravé dans de la pierre, ces relations-là. C'est juste des indications. Hein? Voilà, ici, il y a encore l'exercice, la description que vous avez en papier sur SharePoint. Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que nécessaire, excusez-moi. Et là, maintenant, on rentre dans l'analyse du compte de résultat. Et la clé au succès et à la réussite de comprendre la structure du compte de résultat, c'est de connaître et de savoir appliquer le compte de résultat en 3 degrés. Nous avons chiffre d'affaires moins charge de marchandises, ça nous donne le résultat brut, ou bien la marge brute ou bénéfice brut. Après, on déduit toutes les charges de personnel, autres charges d'exploitation, amortissement, etc. Ces frais-là, ces charges, en anglais, on appelle aussi overheads. Hein, c'est surtout souvent des charges qui ne sont pas directement relatifs à l'achat et à la vente de la marchandise pure et propre. Et cela nous donne le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts, EBIT, Earnings Before Income and Taxes. Après, il y a la déduction des charges financières, l'addition des produits financiers, et là on a le résultat net de l'exploitation, ou bien le bénéfice ou marge nette. Et voilà, ici le premier degré, cette partie-là avec les overhead costs, le deuxième degré, et puis le troisième degré. Sur cette page-là, vous avez des définitions et des formules importantes qu'il faut tout simplement apprendre par cœur. Je ne rentre pas dans les détails et je ne vous lis pas tous les mots et toutes les abréviations. C'est à apprendre par cœur. Or, l'analyse vraie et propre du compte de résultat, nous avons ici un extrait de la balance des comptes du résultat par ordre alphabétique. Ce n'est pas dans le bon ordre, premier degré, deuxième degré et troisième degré. Et il faut faire des calculs préliminaires. Donc, nous avons le chiffre d'affaires brut, moins les retours ou les déductions, le chiffre d'affaires net, puis on a le prix de revient d'achat en marchandises achetées, on a la diminution ou bien l'augmentation des stocks, et puis on a le prix de revient d'achat des marchandises vendues. Et là, tout simplement, on a de nouveau le chiffre d'affaires net, moins les déductions, ça nous donne la marge brute, moins les overhead costs, salaire, autres charges, amortissement, ça nous donne le earning before income taxes, en déduction des charges financières et en addition des produits financiers, ça nous donne le bénéfice net. Voilà. Et les 3 ratios sont les suivants. Taux de marge brute, on met
en relation la marge brute par rapport au chiffre d'affaires net. Et le taux de marge économique, c'est le earnings before income taxes par rapport au chiffre d'affaires net. Et le taux de bénéfice net, ou bien la marge nette, ou rendement du chiffre d'affaires, c'est le bénéfice net par rapport au chiffre d'affaires. Et on est de nouveau dans la structure du compte de résultat. Ce ratio au niveau du premier degré, ce ratio au niveau du deuxième degré et celui-là au troisième degré, toujours du compte de résultat. Et puis il y a encore un exemple là de différentes analyses du compte de résultat. Ça pourrait être l'année 1, 2, 3, 4 et puis les années on les compare en pourcentage pour voir le développement, soit qu'on soit devenu meilleur dans l'exploitation ou bien que la situation se soit rendue négative. Je voudrais explicitement attirer votre attention au fait de cette feuille-là, qui vous donne quand même de manière schématique la relation de ces ratios. Hein? Par exemple, là, la liquidité numéro 2, quick ratio, 100%, donc les moyens liquides plus les créances doivent être aussi grands au minimum que les capitaux étrangers à court terme. La sécurité, on voit là, ratio d'endettement, ratio de financement propre, on met la relation et tous les passifs sont 100%. Je fais ça de manière brève et vite, parce que de toute manière, ce document-là, je vais vous le télécharger sur Teams et sur SharePoint. Et là, la couverture des immobilisations numéro 2, c'est que les actifs immobilisés doivent être au minimum 100% du capital propre plus capital étranger à long terme. Et de manière générique, j'attire votre attention que je vous ai donné cette fiche ici avec tous les ratios disponibles et possibles que l'on considère dans l'économie. Sans doute, et il est clair que vous ne devez pas tous les savoir, mais c'est pour vous donner l'impression, les analystes d'entreprises cotisées à la bourse s'occupent avec tous ces chiffres-là journalièrement. Et puis, ils donnent des conseils, soit d'acheter ou bien de vendre ou de garder les actions de certaines entreprises cotisées à la bourse. Je vous remercie de votre attention.